Aujourd'hui, je reçois à la maison l'aventurier Frédéric Dion. C'est la première fois que je le rencontre. Je lui ai jamais parlé. Je sais de lui que c'est un explorateur, il donne des conférences. Il a traversé l'Antarctique en ski. Il a fait 33 marathons en 7 semaines, exploré des coins reculés du globe. C'est un gars de survie, d'aventure pure. Mais aujourd'hui, on lui parle d'immobilier. Alors, je pense qu'en quelque sorte, on va partir à l'aventure avec Frédéric Dion. Frédéric, c'est un plaisir de t'accueillir dans ma salle à manger. C'est la première fois que je vais parler d'immobilier avec un aventurier. Puis, tu sais, j'ai l'impression que quand on dit immobilier, on entend immobile. Ouais. Donc, c'est comme l'idée de se caser, de se poser, de se trouver un endroit. Et toi, tu es un gars d'aventure. Tu sais, des 10 jours en survie, tu sais, aller loin en Antarctique, en ski, courir, ça appelle à je veux pas dire l'évasion, mais tu sais, vraiment sortir à l'extérieur. Fait que c'est quoi ta relation avec l'immobilier? Oh, l'immobilier. Mais tu sais, dans l'aventure, on s'immobilise aussi, hein. Quand je finis ma journée de kayak, disons, ben là, je vais monter ma tente, puis oups, j'ai un nouvel environnement. Mais quand je rentre dans ma tente, ben, c'est mon sac de couchage, j'ouvre ma gamelle, c'est ma cuisine, j'établis mon lit. Donc, il y a toujours un immobiliste en quelque part. Ceci dit, moi, je suis un passionné de construction, d'endroits, de lieux. Tu sais, c'est ça que je fais dans ma vie. Je découvre des nouveaux lieux. Donc, me poser à un endroit, ben, c'est sûr que je voulais le faire. Mais tu sais, tu dis tu rencontres des nouveaux lieux, c'est beau parce que j'avais jamais pensé à ça comme ça, dans le sens où tu apprivoises des endroits. Toi, tu te fais un chez-toi, en quelque sorte, à l'extérieur. C'est un peu ça. Exactement, exactement. Puis d'une aventure à l'autre, ben, je découvre des nouveaux endroits. Mais en fait, le chez-soi, c'est d'abord soi-même, hein. Puis de s'exposer à tout ce qu'il y a dans la nature, ça, c'est ce qui me plaît. Donc, tu vois des horizons blancs, tu sais, je t'imagine, là, tu sais, tu traverses l'Antarctique, donc c'est blanc. Après ça, tu explores toutes sortes de textures, de couleurs, d'environnements. Quand tu rentres chez vous à Trois-Rivières, là, qu'est-ce que tu gardes de ça? Puis ça ressemble à quoi chez vous? Ben pour moi, là, toutes mes aventures, c'est une quête du bonheur. OK? Bon, maintenant, qu'est-ce qui me rend heureux? Euh, Entre autres, l'équilibre dans les contrastes. Puis les contrastes, c'est quoi? Ben c'est la nature, c'est la ville, c'est le froid, c'est le chaud. C'est être loin de sa famille, puis après ça, d'être avec sa famille. Puis quand tu es dans un, ben, tu penses à l'autre, puis quand tu es dans l'autre, tu penses à un. Puis c'est la transition entre les deux qui devient intéressante. Donc, chez moi, ma maison, c'est mon camp de base, c'est mon bonheur, c'est ce qui m'accroche à la terre, c'est la paix, bon, voilà. C'est quelle couleur tout ça? Tu sais, c'est quoi ton environnement? Ça ressemble à quoi les textures, les pièces, la lumière? Comment tu arranges ça pour être bien? C'est une maison de bois rond et pierre des champs, en campagne, donc on ne voit pas nos voisins. C'est très, très vert, très fenestré côté sud. On voit beaucoup dehors chez moi. Puis en fait, j'ai bâti une maison autour d'un foyer. Pour moi, s'il n'y avait pas de foyer, il n'y avait pas de maison. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai choisi le plus beau foyer qui est central dans le salon. On le voit de la cuisine, on le voit de partout, en fait. Puis après ça, on a fait une maison autour. C'est incroyable parce que quand tu es à l'extérieur, j'imagine que c'est la même chose. Tu sais, quand tu montes ta tente, tu te fais un feu. Oui. Moi, s'il y a plus de feu, là, il y a plus de camping. Il y a certains parcs où est-ce qu'ils maintenant ils interdisent les feux. Puis ils m'ont invité cet été. On m'a dit: Ah, tu peux venir dans l'arrière-pays chez nous, mais on n'a pas le droit de faire de feu. Je dis: Oh, OK, je vais aller ailleurs. Fait que le feu, c'est important pour toi. Le feu, c'est la vie. C'est quelque chose de sacré. Ta maison, tu l'as achetée quand? C'est la combientième, tu sais, dans ton parcours immobilier, là? C'est-tu ta première? Puis comment ça s'est passé, l'achat de cette maison-là? Ma première maison, je l'ai achetée début vingtaine. Euh, c'était vraiment pour mettre le pied à terre, mais pour faire un investissement. Euh, Puis je l'ai rénové. Après 6 ans, on l'a habité, on l'a rénové, on l'a vendu. Et après ça, on a bâti la maison de nos rêves. On a vraiment bâti la maison de nos rêves à partir de zéro. Puis en fait, on voulait acheter le terrain. On voulait dessiner la maison nous-mêmes, couper les arbres nous-mêmes, les écorcer. On était en bois rond. Tout faire nous-mêmes sans aucune expérience de construction en maison de bois rond. Vraiment zéro.
D'après toi, qu'est-ce que le monde nous a dit quand on a dit qu'on voulait faire ça, là, sans expérience? Et sûrement, vous êtes fou, puis bonne chance. Vous ne réussirez pas, tu sais. Puis, mais bon, toutes mes aventures ont été à peu près comme ça, là. Il y a toujours eu quelqu'un pour me dire, c'est pas possible, ça se fait pas, tu réussiras pas. Fait qu'on a fait la même chose. Tu sais, une maison, ça se bâtit comment? Un morceau de bois à fois, un clou, une vis à la fois. Ben, c'est ce qu'on a fait. On a fait un plan, puis on y est allé une étape à la fois, puis ben, maintenant, on l'a, la maison, elle existe. Donc, c'est une autoconstruction, en quelque sorte. Puis Exactement. quand tu dis on, c'est qui, tu sais, toi, ta famille? Parle-moi des gens qui habitent là. Ça ressemble à quoi? Je suis marié avec Caroline Mayotte, docteur en psychologie. On a 2 enfants, Adélie, Danaël, 15 et 12 ans. La maison, on l'a bâtie par nous-mêmes. Bon, en fait, grosse aventure, la maison, hein? On n'avait pas beaucoup de cash, mais on avait de l'énergie. Fait qu'on s'est lancé dans le projet ensemble, Caro et moi. Puis Caro venait d'accoucher 2 mois avant le début de la construction. Wow. C'est qu'en fait, bon, pas beaucoup d'argent, puis la meilleure façon d'économiser, c'est de ne pas avoir à payer de loyer puis d'être sur son chantier. Donc, nous, sur le terrain, il y avait un cabanon qu'on a rénové, 12 par 20. Ouais, 12 par 20. Et qu'on a habité avec notre bébé durant toute la construction. C'est pas vrai. Ouais. 12 par 20. Oui. Ben, puis en fait, Une mini-maison. oui, c'est une mini-maison. Puis je disais à ma blonde, oh, ça va être les plus beaux mois de ta vie. Moi, j'ai trippé, tu sais. On avait une porte patio là, dans 12 par 20, puis on voyait la construction avancer à chaque jour. Mais oui, tu sais, c'était petit. Puis après ça, ben, ma femme continuait son doctorat en même temps, la construction, le bébé. Ça a été assez intense. Caro avait insisté pour qu'on ait au moins une douche dans notre 12 par 20. Tu es grande demande, là, une douche. Laveuse sécheuse, c'était à l'extérieur. Mais bon, on a réussi. Tu sais, bon, c'est comme un coup à donner. Puis après ça, bon, on est tombé dans la maison de nos rêves, là. Mais vous êtes resté combien de temps dans votre cabanon comme ça, avec la laveuse sécheuse extérieure puis la petite douche? 8 mois. Ça a pris 8 mois. Ouais. Quand les tuyaux d'eau ont commencé à geler, parce qu'ils étaient extérieurs au cabanon, puis là, qu'on n'avait plus d'eau, là, on a transféré dans la maison. Mais la maison était loin d'être finie. On avait une coquille, là. Il n'y avait pas de J-Proc sur les murs, des fils électriques partout. On vivait sur le béton. Pendant 2 ans de temps, on a été sur le béton. C'était quelque chose. Puis, en fait, on a fait le choix, à place d'emprunter, puis de tout bâtir la maison one shot, puis de faire avec des entrepreneurs. Parce que sinon, par soi-même, c'est long. Ben, on a fait le choix de ne pas emprunter, de mettre l'argent qu'on avait, puis d'y aller une étape à la fois. C'est-à-dire que nos armoires, au début, c'était des armoires qui nous avaient été données, puis on avait acheté un autre kit à 150$ sur Internet. On a mis ça, puis pendant 10 ans, ça a été nos armoires. Mais à chaque fois qu'on avait un peu d'argent, ben, on mettait un couvre-plancher, on faisait de la maçonnerie, on a mis du J-Proc, on a fini par faire les joints. Ça a pris 10 ans. Mais est-ce qu'à travers ça, tu avais un architecte, un ingénieur ou des corps de métier pour te guider? Ben, un électricien, un plombier, ça, c'est des corps de métier, puis Ça prend ça. ça prend ça pour la sécurité. Mais la majeure partie, c'est nous qui l'avons fait. Donc, Genre 95%. ça fait que ça, c'est ta deuxième maison, si je comprends bien. Donc, tu as eu ton accès à la propriété. Ça a été assez pour que tu te ramasses un petit peu d'argent, que tu choisisses donc de ne pas t'endetter, si on veut, et de construire cette maison-là. Là, ça fait combien de temps que vous habitez dans votre maison en Boiron? Ça fait 15 ans. 15 ans. Donc là, c'est terminé? Pas mal. Bon, il y a des petits coins, là, mais... En général, quelqu'un qui vient ne voit pas ces détails-là. Toi, tu les vois encore? Non, je les vois plus. C'est bien, c'est parfait. Regarde, on regarde ça de même. Non, mais j'en fais une fois de temps en temps, mais c'est vraiment rendu des petits détails, des petites choses, là. Et puis tes enfants, bon, et si je comprends bien, donc ta femme à ce moment-là vient d'accoucher au moment où vous commencez à la construction. Ça fait 15 ans que tu es là, donc maintenant tu as des ados. Oui. Et c'est quoi leur relation avec cette maison-là? Parce que c'est un projet familial, en fait. Mes enfants, pour eux, c'était leur maison. C'était pas, c'était rien d'extraordinaire. C'est quand les amis viennent à la maison, qu'ils voient la maison, puis qui, wow, tu sais,
Puis de la façon qu'on l'a dessinée, elle a l'air très imposante, très impressionnante. Il n'y a pas de sous-sol, donc toute la maison est hors terre. C'est 2 étages, plafond cathédrale à 25 pieds dans le salon. Puis le fait d'avoir des colonnes, la pierre des champs, ça donne une impression. C'est un mini château, là. C'est les commentaires de leurs amis tu sais, qui leur ont dit, ben, t'habites dans un château. Bon, moi, je suis assez fier de ça, en fait, là. Ben, je comprends. En pleine nature, donc on a notre piste de ski de fond sur notre terrain. Je ne changerais pas ça pour tout l'or du monde. Est-ce que tu referais ça? C'est-à-dire là, est-ce que tu te vois rester là pour encore très longtemps? Parce que ça doit être une fierté immense d'avoir investi ton âme là-dedans, finalement. Une maison de Boiron, là, sur chaque bio, il y a de la sueur, il y a des pleurs, puis il y a du sang. Il se passe pas une semaine sans que je prenne au moins un temps, puis c'est pas, je me dis pas, je vais prendre le temps de regarder, mais je me couche sur le divan, puis je regarde les poutres, puis là, je me rappelle que celle-là, c'est telle personne qui l'a coupée dans le bois, ici en arrière. Je l'ai posée avec telle personne, il s'est passé ça. Tu sais, il y a toute une histoire à travers tous ces morceaux-là. Donc, pour moi, vendre cette maison-là, c'est impossible. Mais à ta question, est-ce que tu rebâtirais la même chose si, disons, elle brûlait? La réponse est non. Une fois d'une vie, tu sais, je veux dire. Est-ce que je retraverserais l'Antarctique? La réponse est non. Mais je suis content et fier de l'avoir fait. Donc, c'est ton camp de base, comme tu dis. Et on dit toujours que quand la base est là, ça nous permet d'aller explorer, tu sais. Donc, est-ce que tu dirais que cette maison-là, c'est vraiment ton histoire familiale, ton histoire personnelle, mais est-ce que ça t'a donné des ailes aussi pour tes aventures? Parce que, tu sais, tu nous racontes ça dans tes conférences. Tu as besoin d'être très, très fort pour réussir tout ce que tu fais. Est-ce que tu dirais que cette maison-là fait partie aussi de ton succès? Clairement. Mais tu sais, si j'avais à donner une image, la motivation, c'est le tronc de l'arbre de la réalisation. Sans motivation, il n'y a pas d'action, c'est les branches. Puis la réalisation, c'est le feuillage. Les racines de la motivation, ça, on n'en parle jamais. Puis, tu sais, moi, je donne des conférences dans les écoles, entre autres, là. Les racines de la motivation, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Confiance en soi, le sentiment d'être capable. L'estime de soi, c'est le sentiment d'être valable. Donc, idéalement, on se sent valable pour se sentir capable. Puis là, je veux en venir, c'est que de faire cette maison-là, d'avoir réussi à faire un projet que plusieurs m'ont dit c'est impossible, par moi-même, ben c'est ma confiance que j'ai bâtie. C'est mon estime. Puis après ça, d'avoir cette base-là, de savoir que ma femme, mes filles sont confortables à la maison, chauffées par un beau foyer l'hiver, ben là, oui, ça me donne confiance de partir en expédition puis de savoir qu'ils ne sont pas dans le trouble, qu'ils sont bien, qu'ils sont heureuses dans cet environnement-là. Que tu leur as permis d'habiter, finalement. On l'a tous fait ensemble. Hein? C'est un projet tellement familial. Puis tu sais, j'ai une carrière d'aventurier, mais ma carrière d'aventurier, c'est une équipe. Là, je me suis lancé le défi d'atteindre le centre de chaque continent de façon sportive. Ça s'appelle pôle d'inaccessibilité. Il y en a 7 sur Terre, 7 continents. J'ai fait l'Antarctique, j'ai fait l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord l'année dernière. Donc, toutes ces petites étapes-là, ben, ça se fait en famille. En fait, le projet des 7 pôles, c'est aussi un tour du monde en famille, dans le sens où est-ce que mes filles, ma femme, vont soit venir me ravitailler à chacune des aventures, comme en Amérique du Sud, ils sont venus au Pérou, on a fêté Noël ensemble, ils ont visité d'une façon différente les endroits que j'ai visités. Dans ma dernière expédition en Amérique du Nord, ben là, ils sont venus m'accompagner pour un repérage. Donc, on a fait 5 semaines de voyage en camper dans les endroits que moi, j'allais traverser après. Et à partir du moment que le projet devient familial, comme là, présentement, on est en train de penser puis discuter de la prochaine étape qui devrait être le pôle d'inaccessibilité de l'Amérique, de l'Europe. Ça, c'est en Slovaquie. Ben là, la question, c'est OK. C'est quoi le voyage en Europe? Est-ce que vous venez durant, avant, après? On est obligé d'aller en Slovaquie ou on fait d'autres choses? L'idée, c'est un tour du monde en famille. Ben là, ça devient beaucoup plus acceptable en famille que j'aille une carrière d'aventurier parce que, d'abord, elles ont du pouvoir. Si ma femme et mes filles disent non, on ne veut pas que tu fasses ça, je ne le fais pas. That's it. Mais là, bon, je suis capable de les convaincre puis de trouver quelque chose qui va les intéresser. Donc, dans le cas de l'Europe, je pense que il y a plein de jeunes qui aimeraient ça, visiter l'Europe. C'est clair. Fait que, là, c'est le projet, c'est ça. On va discuter dans les prochaines semaines.
Donc, je sens qu'il y a une grande part de liberté dans ta vie parce que tu as ton port d'attache, ton camp de base. En plus, ben, le fait de ne pas avoir cumulé trop de dettes, j'imagine aussi que ça aide à donner des ailes. S'il y a des gens qui sont inspirés, parce que ceux qui écoutent le podcast vont certainement, ça va résonner. Il y a quelque chose qui va résonner. Peut-être pas de construire une maison de leurs mains en boiron, ou peut-être aussi, Peut-être. quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se sent inspiré par ce que tu nous racontes aujourd'hui? Les plus grands obstacles à nos réalisations de demain sont nos doutes d'aujourd'hui. Combien de fois je me suis posé la question, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je peux le faire? Mais à partir du moment que tu as un rêve, que ça te fait vibrer, là, que tu crois, on a juste une vie. C'est là que ça se passe. Le paradis est sur terre, il n'est pas ailleurs. C'est là que ça se passe. Qu'est-ce que tu veux que ta vie soit? À partir du moment que tu as un rêve, puis que tu mets une date dessus, là, ça devient un plan. Puis un plan divisé en petites étapes devient un objectif, puis un objectif soutenu par des actions devient réalité. Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, parce que, tu sais, j'entends ton rêve, ton aventure, tout ce que tu nous dis, c'est extrêmement inspirant. Tu sais, moi, je suis assis devant toi ici, puis tu me remplis, là. Tu sais, on dirait que tu me simplifies la vie, tu me donnes le goût de faire comme toi. Mais tu sais, pour quelqu'un qui est urbain, mettons, puis que son rêve, c'est un condo en ville, puis qui trouve ça difficile de mettre de l'argent de côté, tu sais, comment on peut prendre ce que tu nous dis aujourd'hui puis l'appliquer dans des réalités différentes ou des sphères différentes de la vie? Tout commence avec un pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Quand le pourquoi est trouvé, le comment devient tellement plus simple. Tellement plus simple. Pourquoi tu veux faire ça? Puis des fois, de connaître le pourquoi, puis je dis un, mais des fois c'est 20, c'est 30, c'est 40. Pourquoi? Moi, en expédition, à toutes les heures du jour, je me pose la question, pourquoi je fais ça? Et j'ai toujours une réponse différente. Puis à cette heure, j'en ai des tonnes de réponses. Fait que atteindre l'objectif quand tu sais pourquoi tu le fais devient tellement plus facile, tellement plus inspirant, tellement plus construisant pour soi. On parle de sens, de sens à la vie. Après ça, tu sais, fais tes devoirs. Là, je dis fais, mais pour tout le monde, j'ai un outil que j'utilise pour mes expéditions, ça s'appelle l'antidoute. C'est une flèche montante divisée par petites barres. Bon, l'objectif, on le connaît, ça donne du sens à nos vies. Puis après ça, la seule façon de le réaliser, c'est de faire ses devoirs. Puis plus on va diviser notre projet en petites étapes, plus on va se rapprocher du seul moment dans notre vie où on a du contrôle. C'est pas le futur, c'est pas le passé, c'est le moment présent. C'est ici maintenant que ça se passe. Je rêvais de me construire en boiron, je les ai fait, mes devoirs. J'ai appelé tous les experts, puis je leur ai dit « Hey, je veux me construire en boiron, j'ai aucune expérience, mais j'ai de l'énergie, je vais aller travailler pour toi gratis. » J'ai rencontré les meilleurs dans le domaine. Puis là, j'ai prouvé mon courage. J'ai peinturé des plafonds, j'ai coupé du bois. Puis là, ils m'ont vu aller. Puis après ça, on a pu s'asseoir puis dire, bon, regarde, moi, c'est ça mon projet. Tu peux-tu m'aider? Y a-t-il des façons de faire? Donc, tu sais, c'est un devoir à la fois, tranquillement, lire un livre, travailler. Quand on est capable de faire preuve de persévérance, de résilience, toutes les portes s'ouvrent. Donc, tu dirais que, parce que, tu sais, quand on parle d'immobilier de maison de notre chez nous, c'est un peu ça, le podcast, là. C'est le camp de base de tout le monde. Tout le monde cherche son camp de base. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est le même pour tout le monde. Puis souvent, on a tendance à se donner des objectifs communs qui font qu'on sent une pression sociale de dire, il faut que je m'achète une maison, il faut que je m'achète un condo. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est de dire, posons-nous la question du pourquoi et peut-être qu'il y a d'autres types de solutions, de réalités qui vont nous arriver? Exactement. Puis, tu sais, la pandémie, je pense, a replacé le pourquoi de plein de gens. Plein de gens qui se sont dit, OK, moi, j'ai besoin d'espace. Plein de gens qui se sont dit, moi, j'ai besoin d'un lieu à moi. Moi, donc, ça nous a forcés à se rajuster et dire, qu'est-ce que je veux de la vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait sentir en vie? Et là, on tombe d'un univers extraordinaire. On tombe d'un univers passionnant. Puis c'est là que je vis, moi. C'est extraordinaire. Fait que là, tu es dans ton camper numéro 2. Tu es en train de pimper ça comme il faut. Oui. Puis là, je fais des vidéos sur YouTube. C'est ça. Fait qu'on peut te suivre là-dedans. Oui, moi, je donne des trucs. Tu sais,
Puis toujours essayer de penser autrement. Attends une minute, là. Bon, là, tu me dis qu'une batterie, c'est 3000 $. Y a-t-il moyen de faire autrement? La réponse est oui. Fait que là, j'ai fait une vidéo sur ma batterie. Pourquoi j'ai choisi de telle façon, puis pourquoi j'ai économisé 2000 $ sur ma batterie. Puis, les panneaux solaires. Puis, tu sais, bon, je suis très manuel. J'aime ça, trouver les failles, trouver la façon de faire. C'est ça, l'aventure, tu sais. L'aventure, c'est un gros problème. C'est un défi. Tu veux atteindre un objectif, le sommet d'une montagne, mettons. Comment tu fais pour te rendre le plus facilement possible à l'objectif? Le plus sécuritairement possible à l'objectif? Et après ça, on trouve son chemin. Puis plus qu'on passe à travers des problèmes, plus qu'on a des outils, plus qu'on a la confiance, plus qu'on est capable de réaliser des choses extraordinaires. Moi, j'avais aucune expérience de construction de maison en bois rond. J'avais aucune expérience de construction d'un camper. Mais j'avais la confiance. Et tu t'as su t'entourer parce que quand même, il faut rappeler que pour ce qui est de l'électricité, la plomberie, tout ça, bon, c'est des corps de métier. Puis, tu sais, donc, en faisant tes devoirs, tu as eu la sagesse de savoir ce que toi, tu pouvais faire parce que tu avais ces capacités-là, ce qui n'est pas c'est pas tout le monde, là. Tu sais, il faut connaître nos forces, nos faiblesses, puis Faut se ensuite faire de bien encadrer. t'entourer pour être sûr que légalement, puis de manière sécuritaire, tu sois capable de construire une maison, là. Exactement. À toutes mes aventures, je vais chercher des mentors. Puis tu sais, tu poses la question, est-ce que tu peux m'aider? C'est quoi la pire réponse qu'on peut se faire dire à est-ce que tu peux m'aider? C'est non. That's it. Fait que tu poses la question, puis en fait, je pense qu'on serait étonné de voir à quel point il y a des gens qui sont prêts à nous aider en autant qu'on pose les questions, en autant qu'on écoute les conseils, en autant qu'on donne la valeur à ces conseils-là. C'est un modèle que j'ai développé en aventure, mais que j'applique à toutes les phases de ma vie, puis ça m'apporte un grand succès. C'est incroyable la discussion avec toi aujourd'hui parce que, tu sais, on sait qu'on entre dans une période trouble, hein. Tu sais, les marchés post-pandémie sont en train de se redéfinir. Tout le monde doit se redéfinir. Ça bouge beaucoup. On a l'impression de vivre des défis, des obstacles. Donc, c'est vraiment ta façon de voir les choses. Moi, pour moi, aujourd'hui, dans ma salle à manger, c'est incroyable ce que tu viens de me donner. Une épreuve devient beaucoup plus facile à passer à partir du moment qu'on la voit pas comme une épreuve, mais qu'on la voit comme un défi. Oh mon Dieu. Tu sais, moi, j'étais en Antarctique, là. Puis c'était rough, là. Tu sais, j'ai vécu la mort de mes enfants en Antarctique. Comment ça? Parce que, tu sais, il n'y a rien en Antarctique, là. C'est blanc. Il n'y a même pas une graine dans la neige pour te divertir. C'est blanc, 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 blanc. Puis là, je pars avec ça. Puis là, je fais un jour difficile d'expédition, un autre jour. Puis je tombe d'un univers que je ne connaissais vraiment pas. C'est l'Antarctique, c'est pas plat, c'est chaotique, c'est dangereux, c'est fret. Et je réalise à un certain point que si il se passe quelque chose à la maison avec mes enfants, ben, jusqu'à la mort, je serais même pas là à temps pour l'enterrement. Je veux dire, dans le meilleur des cas, ça va prendre 3 semaines pour que je revienne à la maison, puis ça va coûter 200 000 $. Puis là, je roule avec cette idée-là que je suis loin de mes enfants, que je ne serai pas là pour les aider s'ils ont besoin de moi. Puis en fait, c'est ma plus grande crainte que j'ai dans la vie, ne pas être là pour les personnes que j'aime s'ils ont besoin de moi. Puis là, tu vas me dire, t'es allé en Antarctique, t'es cave un peu. Mais c'était ma peur, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Moi, je pense que les peurs, plus tu transformes l'inconnu en connu, plus ces peurs-là finissent par disparaître. J'ai eu peur de construire ma maison, j'ai eu peur de faire plein de projets dans ma vie, mais j'ai fait mes devoirs. Puis il y a d'autres peurs que la seule façon de s'en débarrasser, c'est de s'y confronter. J'ai rencontré un aventurier, un jour, il est parti en expédition, il est revenu, ses 2 enfants étaient morts, de 2 causes différentes. Donc, c'est possible, ça arrive. Puis moi, je skie avec ça, puis ça m'envahit. Puis tu sais, c'est réel ou pas réel, là, tu sais, mais moi, cette émotion-là m'envahit encore et encore, jour après jour, avec la fatigue. Puis là, à un moment donné, là, je pleure tout seul dans ma tente. Bon. Puis là où ce que je voulais en venir, c'est que il n'y a rien pour te divertir en Antarctique. Fait que c'est un peu comme un écran blanc. Puis ce qui est projeté sur cet écran-là devant toi, c'est ton passé, ton présent, ton futur. Ce qui est projeté sur cet écran-là, c'est ce que toi, tu veux projeter. Si tu veux projeter du malheur, ça va être du malheur, mur à mur. Si tu veux projeter du bonheur, ça va être du bonheur, mur à mur.
c'est possible de choisir. Tu sais, on ne peut pas choisir tout ce qui nous arrive dans la vie, mais on peut au moins choisir notre réaction par rapport à ce qui nous arrive. C'est notre plus grande liberté qu'on a sur Terre. Choisir une réaction par rapport à ce qui nous arrive. Bon, fait que je suis revenu de ça en me disant, l'Antarctique, c'est ça. Puis là, j'arrive à la maison, puis je vis ma vie, puis je vis d'autres épreuves, d'autres défis, d'autres problèmes, pour réaliser que c'est pas l'Antarctique qui est une toile blanche, la vie est une toile blanche. Tu vas projeter ce que tu veux sur ta toile. Puis ça, c'est ma conviction, puis c'est pas tout le monde qui la partage, je suis sûr. Mais à partir du moment où on se donne le pouvoir, ben là, il y a un univers extraordinaire qui s'ouvre. Il y a un potentiel extraordinaire. Est-ce que tu crois à ça dans un moment comme l'inflation, dans un moment... C'est parce que les grands défis de vie, là, tous les gens qui nous écoutent en ce moment sont à l'épicerie, ça coûte cher, l'accès à la propriété, le chez nous, le camp de base dont on a besoin, on a l'impression qu'il nous file entre les doigts, là. Pour un aventurier, c'est un temps extraordinaire. Moi, les temps de crise, ça me plaît parce qu'il y a des opportunités. Parce que moi, je suis capable de couler à travers ça, je vais trouver mon chemin. Puis parce que de toute façon, tu sais, je fais de la survie. Là. Dans 2 semaines, je m'en vais dans le Nord avec 10 items pour survivre pendant une semaine. Donc, je vais me construire une maison en bois rond avec une hache. Je vais chasser, je vais pêcher, je vais trapper. Fait que dans le pire des cas, là, si je venais qu'à perdre ma maison, si je venais qu'à perdre, comme c'est déjà arrivé, tous mes contrats, si je devais... je suis capable de me recréer un univers puis d'avoir du bonheur à faire ça. Bien, tu vois, c'est ça, créer un univers, c'est créer un chez-soi, c'est créer quelque chose, puis on est obligé de se réinventer constamment. Donc, c'est incroyable le message que tu nous livres. C'est vraiment une conversation privilégiée que j'ai eue avec toi, puis je tiens à te remercier du plus profond du cœur. C'est déjà fini? Oui. Oh my God! Mais non, mais on te suit sur YouTube, on suit tes conférences, puis merci d'avoir livré ce message-là, puis je suis certaine que ça va aller trouver les oreilles des gens qui ont besoin de l'entendre. Je reviens avec la phrase, les plus grands obstacles à nos réalisations de demain sont nos doutes d'aujourd'hui. Merci, Marie-Claude. Merci à toi.